Vous avez eu le temps de répondre à toutes les questions? Wow, bravo. Bon, il y en a qui étaient faciles. Il suffisait d'une réponse. Quelle est la base de désignation du jeu? Les agrégats. Bon. Très bien. Donc, quelle est la certitude que l'on essaye, qu'il faut absolument avoir, que l'on essaye d'avoir pendant l'analyse? Quelle certitude? Le micro. Il faut arriver à une certitude, hein, on est bien d'accord? Tant qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on n'a pas... On n'est pas arrivé au bout de l'analyse. De la vacuité? La certitude de la vacuité, ouais, on peut dire ça. Et comment on y arrive à cette certitude de la vacuité? En réfutant l'existence intrinsèque. En réfutant l'existence intrinsèque. De la personne et des phénomènes. Oui, ok, de la personne et des phénomènes, ok. Et pour réfuter l'existence intrinsèque de la personne et des phénomènes, la méthode, c'est les 4 points essentiels. Ok, 4 points essentiels. Donc, quels sont les points 3 et 4 alors, qui permettent donc d'arriver à une certitude? L'absence d'identité et de pluralité entre le je et les agrégats. Hein, donc, il faut arriver à cette certitude d'une absence d'identité et de pluralité entre le je et les agrégats. Oui, c'est ça le point. Et c'est comme ça donc, qu'on va arriver à la réalisation donc, que le je et les phénomènes n'existent pas intrinsèquement. Donc, pourquoi est-ce que le je et les phénomènes n'existent pas intrinsèquement? J'essaie de le retourner dans l'autre sens. Hein? Parce qu'ils sont interdépendants. Oui, on peut dire ça. Donc, ils n'existent pas, oui, c'est pas mal. Mais si on n'a pas encore vu l'interdépendance, à l'aide des raisonnements. Ouais. Voilà, ils ne sont ni indifférenciables, ni complètement séparés. OK? Donc, c'était ça les questions, en fait, qu'il fallait traiter aujourd'hui. Donc, si le jeu était véritablement, si le jeu existant véritablement était intrinsèquement un avec les corps, s'il était indifférenciable du corps, qu'est-ce qui se passerait? Quelles seraient les conséquences? À la mort, les agrégats disparaissent et le jeu... Disparaître. Justement, ils ne pourraient pas disparaître. Il faudrait qu'ils passent dans la vie suivante. S'ils étaient indissociables, à la mort, il faudrait que les agrégats passent dans la vie suivante ou que le jeu ne puisse pas y passer. Mais le jeu n'y passe pas. Alors, ou que le jeu n'y passe pas. Donc, s'ils étaient indissociables, les agrégats devraient passer dans la vie suivante en même temps que le jeu. Oui. C'est ça? Oui. Ouais. D'accord. Pas mal. C'est bien. Et c'est pas le cas. Hein? Le jeu passe d'une vie à l'autre, mais pas les agrégats. Les agrégats disparaissent au moment de la mort. Okay? Très bien. Une autre raison qui fait que le jeu n'est pas intrinsèquement un avec le corps. Non, vous avez trouvé que cet argument? 5 jeux ou ouais. Voilà, c'est pareil. On aurait pour conséquence qu'il y ait 5 jeux ou alors un seul agrégat. J'ai parlé du corps, hein. Pas des agrégats. Mais le corps, c'est pas des agrégats? Est-ce que le corps, c'est les agrégats? C'est l'agrégat de la forme, le corps. C'est un agrégat. Le corps, c'est l'agrégat de la forme. Eh oui. Les autres agrégats ne sont pas des agrégats physiques. Ce sont des agrégats mentaux.
D'accord ? Ouais. Il n'y a qu'un agrégat physique, c'est le corps. Alors, des fois, on vieillit, mais le je, lui, il sent jeune. Est-ce que c'est un argument? Le jeu, il se sent toujours jeune. Il y a une C'est la dissociation. grosse illusion, ça. Oui, oui, je connais bien. Ouais. Ça marche, oui. Donc ça prouve quoi, ça? Ça prouve qu'il n'y a pas identité entre le corps et le je. Ils sont accolés, ils sont séparés. Ouais. Il ne doit avoir aucun lien entre eux. C'est ça. Il n'y aurait... Attends, ça c'est pour réfuter quoi, ça? Qu'ils n'auraient aucun lien entre eux. S'ils étaient... Le je ou le soi, c'est comme tu veux. Ou comme c'est, parce que je ne sais pas. Le jeu et le corps... Attends, non. je vais te dire. Le soi apparaît comme un phénomène illusoire au vu des raisonnements précédents. Ouais, c'est marqué, c'est pas moi, hein. Ah oui. Je ne savais pas, c'est marqué là-dedans. D'accord. C'est honnête. Est-ce que c'est ça? Pas pour cette réfutation-là, non. Ah, c'est dommage. Ça, c'est- Pour une fois que j'ai quelque chose de bien. Mais ça réfutera justement qu'ils sont pas complètement indépendants, Ah, d'accord. qu'ils sont pas complètement séparés. Donc là, on est en train de voir, d'essayer de prouver qu'ils ne sont pas indifférenciables. Du coup, donc s'ils étaient intrinsèques, enfin si le jeu était intrinsèquement un avec le corps, Ouais. en fait, donc il faudrait que ce soit pareil. Et en fait, le jeu est plutôt comme s'approprie en fait le corps. Mhm. Le jeu s'approprie le corps. Et Ouais. le corps est approprié par le jeu. Mhm. Et donc, si c'était la même chose, en fait, ça deviendrait absurde vu que ce qui s'approprierait le corps et le corps qui est approprié serait la même chose. Serait complètement indifférenciable. Voilà. Voilà, on ne pourrait pas différencier ceux qui s'approprient le corps et le corps qui est approprié. Ouais, très bien. Bon, voilà. Je ne voudrais pas qu'on passe trop de temps là-dessus. Pourquoi est-ce que le jeu existant véritablement est-il... Est-ce que le jeu existant intrinsèquement... Ah, j'arrive pas à retrouver. Existant véritablement est-il intrinsèquement un avec l'esprit? Donc c'est non. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que le jeu n'est pas intrinsèquement un avec l'esprit? Hein? Oui. Ok. Parce qu'il faudrait Parce que être, tout est dénué. Attends, il y a Sylvie qui est partie. il faudrait être un avec chacune Excuse-moi. de ces perturbations. Ouais, dans l'esprit, il y a de multiples On choses serait qui se je, la passent. colère, la joie, je sais pas quoi. S'il était indifférenciable, il serait toutes ces perturbations à la fois. Ou il serait une seule perturbation et pas les autres. D'accord? Est-ce que le jeu existant véritablement est-il intrinsèquement un avec les agrégats? Ben non, parce qu'il ne pourrait pas les contempler. Il ne pourrait pas y avoir un agent, un objet et une action. Parce que l'ensemble des agrégats est la base de désignation du jeu. Oui. Hein. C'est sur l'ensemble des agrégats qu'on désigne le jeu. Okay? Donc, ils ne sont pas mélangés. Le jeu existant véritablement est-il intrinsèquement distinct du corps? Complètement distinct, ça veut dire qu'ils n'ont aucun lien entre eux. Non, il est interdépendant, puisqu'il est... Ils sont interdépendants, oui. Par exemple, comment est-ce qu'on voit qu'ils sont interdépendants? Je marche. Oui, ou je suis malade, par exemple, quand on a une maladie physique. Et donc, pareil pour l'esprit. Le jeu existant véritablement n'est pas intrinsèquement distinct de l'esprit. Sinon, on ne pourrait pas dire je suis triste ou voilà, je suis déprimé ou je suis content et tout ça. Hein. Donc, il y a une... Et puis en plus, oui, enfin bon, vous voyez le truc. Avec l'ensemble des agrégats. Si le jeu existant véritablement était intrinsèquement distinct
de l'ensemble des agrégats. C'est l'histoire du continuum mental, ça. Oui, oui. Mais je vais passer le micro quand même. C'est bien parti, là, ça va. Pourquoi pas? Continue. Bon, s'il était complètement distinct, que les traces de nos actions aboutiraient n'importe où, quoi. Pas forcément sur notre propre continuum mental, en tous les cas. Et c'est pareil, l'ensemble des agrégats aussi, c'est ce sur quoi on désigne je. Hein. Donc il y a une relation. Alors maintenant, on va prendre plutôt le cours de Geshe-la, comme ça fera une récapitulation, une révision en même temps, et ça répondra aux questions. Donc là, on a répondu aux premières. Et donc, la conclusion à laquelle on arrive après avoir épuisé toutes les possibilités, hein, c'est que le jeu intrinsèque n'existe pas, ou l'existence intrinsèque du jeu n'existe pas. Donc, l'objet de réfutation, c'est bien l'absence d'existence intrinsèque du jeu, et pas l'absence de jeu. On est bien d'accord, hein? C'est toujours ça qu'il faut bien distinguer. Donc, comment on arrive à voir qu'il n'y a pas de mien existant intrinsèquement? Ça, c'est très facile. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Pour prouver qu'il n'y a pas de mien existant intrinsèquement. Parce qu'il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu qui existe intrinsèquement, donc a fortiori, il ne peut pas y avoir de mien qui existerait intrinsèquement. D'accord. Okay. Bon, dans la méditation, qu'est-ce qui se passe quand on médite sur l'absence d'existence intrinsèque du jeu? À un moment donné, il y a une absence, un vide d'existence intrinsèque, d'existence de son propre côté. Donc, qu'est-ce qui apparaît au méditant à ce moment-là? Un vide, ouais, une absence, un espace vide. Donc, c'est pour ça qu'on trouve l'expression une méditation semblable à l'espace. Hein, la phase de méditation, sur la vacuité, elle est semblable à l'espace. Donc, parce que ce méditant n'apparaît qu'un espace vide. Alors, ce qui est indispensable, là, c'est que cet espace vide, le méditant doit le percevoir comme l'absence d'existence propre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'il doit percevoir ce vide comme l'absence d'existence propre. Pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est indispensable, ça? Et sinon, oui. Voilà, il doit avoir une idée, je répète pour les gens, que les gens entendent, il doit avoir une idée claire de l'objet à réfuter. Et l'objet à réfuter, c'est l'absence d'existence propre. Donc ce vide, il est assimilé à l'absence d'existence propre. Ce n'est pas un simple vide. Ce n'est pas un vide de tout. Hein, oui. Est-ce qu'on peut voir aussi qu'il y a des parties toucher du coup la production dépendante? À ce niveau-là, non. Non, pas pendant la méditation. Pendant la méditation, il n'y a qu'un espace vide. Il n'y a rien qui apparaît. Okay. Et rien, c'est rien. Ce n'est pas des parties, c'est rien. Non, mais pour comprendre, je voulais dire, pour comprendre la production dépendante, c'est pas là que tu la comprends, c'est après. D'accord. C'est après. Okay. C'est pas pendant la méditation, c'est pendant la post-méditation. Hein, il y a deux phases bien distinctes. Donc, la méditation, elle est semblable à l'espace. C'est-à-dire que, quelle est la définition de l'espace? Ce qui est non obstrué. Ouais. Ce qui ne crée pas d'obstacle. Tout le reste, tout objet crée un obstacle. Alors, l'espace ne crée pas d'obstacle. Hein, ça, la définition. Oui, pardon, j'ai dit l'absence. Oui, excuse-moi, je suis allé trop vite. Oui, c'est l'existence propre. Hein. Donc, ce qu'il perçoit à ce moment-là, c'est l'absence d'existence propre. L'objet de réfutation, bien sûr, c'est l'existence propre. Donc, c'est indispensable. Donc, sinon, il commet l'erreur donc de rester dans un espace vide, hein, où il ne réfute pas,
l'objet de réfutation. Il n'a pas réfuté l'existence propre. Ce qui doit lui apparaître à ce moment-là, c'est ce vide qui est la manifestation de l'absence d'existence propre. C'est ça qu'il doit comprendre à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de bien identifier l'objet de réfutation dès le départ, pour savoir ce qu'on réfute. Sinon, on va tomber dans un vide, on va arriver immanquablement sur un vide. Et ce vide, c'est un néant. Donc c'est un extrême. Donc c'est très important que quand on fait cette expérience du vide, de cette absence, il faut tout de suite réagir et voir si c'est vraiment l'absence, si ça correspond à l'absence d'existence propre. C'est-à-dire l'objet qu'on a réfuté l'objet de réfutation. Donc c'est ça. Sinon, cette apparence de vide, en fait, qu'on aura, elle ne réfutera rien. Ça sera juste du vide. Il n'y aura pas une réfutation là, de quelque chose à laquelle on adhère depuis des temps sans commencement. Il n'y aura rien du tout. Il y aura du vide. Et on sera dans un espace vide. Ce sera peut-être très confortable. On sera bien. Mais on ne touche pas le point de l'analyse. On n'a pas atteint ce qu'il fallait atteindre. On est passé à côté de la cible, en quelque sorte. Mais c'est dangereux parce qu'on a l'impression qu'on est dans ce vide, qu'il y a une absence totale de cet objet. C'est quel objet qui a disparu ? C'est l'objet, c'est-à-dire c'est une personne que la personne que l'on pense être, par exemple, eh bien on l'a fait disparaître, celle-ci. On se sent plus détendu, ou je sais pas, c'est plus vague, ou si on médite sur rien, tout ça va un peu se décomposer, tout ça, cette saisie qu'on a de soi-même, mais ce ne sera pas la réfutation de la conception de l'existence véritable. Ce sera juste un simple vide, où il n'y a pas de réfutation, en fait. Il faut arriver donc à cette conviction, donc justement, que l'on a réfuté l'objet de réfutation. Et ça, c'est crucial. Vous voyez le truc ? Ouais, ça va ? Donc, cette apparence d'espace vide, c'est ça qui apparaît à ce moment-là. Il y a quelque chose qui apparaît à la conscience. C'est une apparence, c'est un espace vide. Et cette apparence d'espace vide, elle est perçue comme l'absence d'existence en soi. Voilà. Et après la méditation, qu'est-ce qui se passe ? Les objets du conventionnel, les objets de la réalité conventionnelle, nous apparaissent. Et c'est là, donc, on dit, la personne apparaît comme une illusion. Les objets ou la personne. Là, on est dans le cadre donc, de la personne, l'absence d'existence en soi de la personne. Donc, à ce moment-là, pendant la post-méditation, la personne apparaît comme une illusion. Donc, voilà les deux phases. Donc, la méditation où ce qui apparaît, c'est un espace vide, et la post-méditation, où ce qui apparaît, c'est l'illusion. Ça apparaît comme une illusion. Une apparence d'objets qui apparaissent comme une illusion. Et donc là, d'après l'enseignement que Tsongkhapa donne, donc il faut d'abord bien comprendre ce que c'est que le sens de cette expression, et deuxièmement, voir la méthode. Revenir sur la méthode. Quelle est la méthode du Bouddha, en fait. Donc la signification la signification correcte, c'est celle qui est donnée dans le roi des recueillements à l'aide des analogies. Des analogies, je vais vous la redire quand même, parce que comme un mirage, ou semblable à un mirage, une cité de Gandharva, une illusion, un rêve, la méditation avec signe et vide d'entité propre. Sache que tous les phénomènes sont ainsi. Et ça, on trouve ça aussi dans la perfection de la sagesse. Donc, il y a différentes analogies. Il y a 12 analogies dans les textes qui sont données pour illustrer l'illusion. Donc, je vais vous les donner, ces 12, parce que c'est quand même bien de les savoir. Donc, le premier, c'est les illusions magiques, ce qui apparaît, les illusions magiques.
Le deuxième, c'est le reflet. Alors, on dit parfois le reflet de la lune sur l'eau, mais ça peut être le reflet dans un miroir. Hein. Non, c'est un autre, le reflet dans un miroir. Pardon, c'est deux différents. Donc il y a le reflet de la lune sur l'eau. Il y a les hallucinations. Quand on a des hallucinations. Il y a les mirages. Le mirage. Il y a les rêves. Les rêves. Il y a l'écho. L'écho dans la montagne. Hein, un écho qui apparaît comme le son. On dirait que quelqu'un est là qui nous répond, alors que c'est la configuration des rochers, etc. La cité des Gandharvas. C'est quelque part dans la Lune. C'est une cité que voient des êtres comme les êtres du Bardo, ou des demi-dieux, je crois. Hein. Les mangeurs d'odeurs. C'est des demi-dieux qui se nourrissent d'odeurs. Et ils perçoivent dans l'espace une cité, une ville, quoi, alors qu'elle n'y est pas. C'est les... Ouais, bon. Je vais voir s'il y a d'autres définitions, si je pouvais trouver... Il n'y a pas... Je n'ai pas mon encyclopédie avec moi, mais je peux aller sur Internet. C'est une cité qui apparaît, tout simplement, à une perception erronée. Voilà. Si on veut la modernité, les hologrammes, ouais, ben voilà, on va y venir, oui. Donc on dit aussi, il y a deux sortes de cités de Gandharva. La cité qui apparaît à une perception erronée, là c'est le cas ici, et l'autre c'est le lieu de résidence des êtres de l'état intermédiaire. Certains... Mais ici, donc, c'est le premier cas, c'est l'illusion. C'est-à-dire une cité, une ville qui apparaît à une perception erronée. Donc, des échos, l'écho, la cité de Gandharva, les tours de prestidigitation, les arcs-en-ciel. Il y a l'éclair aussi, mais alors je ne me souviens plus pourquoi. Il faudrait que je demande à Guéchet. Pourquoi l'éclair est un signe d'illusion. Ouais, peut-être parce qu'il... Non, mais c'est pas ça. Quand on voit un éclair dans le ciel, c'est une illusion. Peut-être parce qu'on voit une forme, en fait... qui va très vite, mais je ne sais plus pourquoi c'est un symbole. Peut-être parce que ça passe trop vite. Ouais, je crois que c'est plutôt lié à l'impermanence, en fait, comme tu dis. La durée d'une vie extrêmement brève comme un éclair, mais après, pour moi, ça illustre pas tellement l'illusion. Les bulles d'eau aussi, hein, qui ont l'air solides et puis qui éclatent, qui sont très fragiles. Oui, Delino, tu as une idée par rapport à l'éclair? Vous voulez passer le micro à Delino? Oui, merci. Tu as donné précédemment l'exemple de l'arc-en-ciel. Ouais. Pourquoi l'arc-en-ciel? Sur quelle définition tu dirais que l'arc-en-ciel est comme une illusion et qu'on ne pourrait pas appliquer cette même définition pour l'éclair? Parce que c'est pareil, en fait. Ouais, on peut l'appliquer aussi. Ouais. Pareil, c'est exactement pareil. Ouais. Excuse-moi, mais c'est pas pareil. Ah bon. En termes d'illusion, physiquement, c'est pas pareil. Non, mais, oui, mais en termes d'illusion, en fait. Hein. En termes d'illusion, pas de. Ouais, en termes pas la manière dont ça apparaît, oui, en fait. Oui, mais c'est un phénomène électrique, c'est un phénomène concret. Oui. Mais l'arc-en-ciel, non. Pourquoi l'arc-en-ciel serait moins concret que l'éclair, alors que l'arc-en-ciel est fait de l'eau, voilà, exactement. Essaye de mettre un doigt dans un arc-en-ciel et puis un doigt dans un éclair et tu auras la réponse. Je préférerais personnellement mettre un doigt dans l'arc-en-ciel, si j'avais le choix. Mais de toute façon, c'est impossible de mettre un doigt dans l'arc-en-ciel. Ça va alors. Ouf. On ne sait jamais. Bon, maintenant. Oui. Prestidigitation, c'est quoi?
des tours de magie. Un prestidigitateur, c'est comme un magicien qui fait apparaître des lapins ou qui coupe sa femme en deux, par exemple. Et qui la met dans une boîte. Et qui... Bon. T'as jamais dit, coupe la femme. Oui. Quoi? Oui. Attends, vas-y, prends le micro, parce que... Les réalités augmentées. Je crois que ça s'appelle comme ça, les réalités augmentées. C'est-à-dire qu'on porte de des lunettes, genre un chirurgien, grâce aux lunettes, et de loin, il n'est pas forcément dans la salle d'opération, il va quand même pouvoir opérer le patient à un autre endroit, et grâce à ces lunettes, il a des appareils un peu sophistiqués, mais il a l'impression d'être dans l'organe, dans le corps. Ouais. Ça aussi? Alors qu'il n'y est pas. Ouais. Ouais, c'est une illusion. Okay. Un exemple. Et les reflets dans un miroir, c'est le dernier. Ah oui. Ah ben voilà. Alors, ouais. Amandine qui nous dit « L'éclair provoque une persistance rétinienne. Donc l'illusion qu'il est toujours là alors que non. » C'est ça. Rétinienne, ouais. Ah ben voilà, très bien. Merci Amandine qui nous écoute. On est à la radio, là. Bien. D'autres exemples d'illusions plus modernes. Oui, mais c'est quand même physique. C'est quelque chose qui existe. Ah, bien sûr, c'est physique. Bien sûr, c'est quelque chose qui apparaît physiquement, qui est explicable. C'est une production interdépendante. Hein. Donc, oui, qu'est-ce qu'on disait? Oui, plus moderne, Denis, tu disais. L'hologramme. Bon. Ouais. Bah oui, Zoom, bien sûr. Zoom. Ces gens qui sont sur Zoom, là, qui sont, on les voit, on les prend pour des véritables personnes. C'est simplement des images. Hein. Les avatars, etc. Voilà, il y a, hein. Là, tout ce qu'on voit à la télévision, hein, par exemple, ça nous apparaît vraiment réel. Hein, quand vous voyez tout ce que vous voyez à la télévision, ça semble réel, alors que ça n'y est pas. Hein, c'est un peu comme le reflet dans un miroir. Hein. Et la photo du fin fond de l'univers, qui est quand même exceptionnelle, à 13 milliards d'années-lumière, oui. De choses qui n'existent plus, mais la lumière nous parvient encore. Voilà, et alors que ça n'existe plus. C'est quand même fort, ça aussi. Très bien. Donc, il y a toutes sortes d'analogies qui illustrent donc cela. Le mirage, donc le mirage qui n'est pas de l'eau, mais donc l'eau apparaît à celui qui perçoit un mirage. Donc tout ça, donc c'est des exemples. Et bien que le mirage ne soit pas de l'eau, il apparaît comme de l'eau. Hein? D'accord. Christian? Oui. Oui. Pour le reflet dans le miroir. Oui. En étant cartésien, si on arrivait à distinguer la vitesse de la lumière, le reflet dans le miroir est dépassé. Ah bah oui, si. Oui. Eh oui. Oui. Il y a un décalage, effectivement. Mais à notre perception, c'est pas comme ça que ça apparaît. Mais c'est quand même une illusion. Oui, bien sûr. Ah d'accord. Bah, c'était pas pour te contredire, c'était pour savoir. C'est gentil, merci. Donc, qu'est-ce que ça illustre? En fait, que le jeu apparaît comme existant en soi, mais que si on l'examine, il est vide de cette existence en soi, alors qu'il apparaît comme tel, à notre perception erronée. Donc, c'est pour ça qu'on dit comme une illusion. Et à partir donc de ce vide, encore, hein, les phénomènes apparaissent comme s'ils étaient dotés d'une existence en soi. Oui. Oui. Là, quand on parle des illusions, il y a cette idée d'avoir quand même quelque chose de l'essence visuelle. Et depuis hier, la question me vient, puisqu'en plus de ça, dans nos illusions, on fait toujours quand même référence à des choses qu'on voit concrètement. Ouais. Qu'en est-il quand le sens de la vue n'existe pas? Y a-t-il illusion pour les non-voyants? Comment ils pratiquent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait me donner une réponse? Pour un non-voyant? Ben, oui,
Ben, c'est l'écho, par exemple. L'écho ? Ouais, pour l'écho. Ou les rêves. Voilà, ils peuvent s'appuyer là-dessus. Sur l'écho, sur les rêves, sur les autres phénomènes donc, qui sont liés à des perceptions sensorielles erronées. Nagarjuna, dans La Voix du Milieu, il parle justement de la visualisation. Oui. Et je ne dirais pas ce qu'il en dit parce que c'est loin. Tu connais, je pense. Non, non, pas vraiment. Je vois pas. La visualisation entre un œil et un objet, par exemple. La visualisation, elle n'existe pas. Oui, l'objet qu'on fait apparaître dans sa conscience, c'est une création mentale, oui. Voilà, merci. Christian ? Oui. Pour compléter ce qui vient d'être dit par rapport à l'aveugle, on peut même imaginer aussi, je ne sais pas si c'est une illusion, mais à mon sens, oui, qu'ayant un sens développé du toucher, lorsqu'il va toucher le visage d'une personne, il peut avoir, je ne sais pas si on peut dire une vue erronée, puisqu'il n'a pas de vue, mais il peut avoir une illusion, en fait. Une représentation. Une représentation, merci. Une représentation quelque peu illusoire, non, de la personne. Erronée. Erronée, ouais, plutôt. Erronée, ouais. Il va s'en faire une représentation qui ne sera pas conforme à la personne. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est une illusion aussi. Ok. Sûr. Une représentation mentale. Une représentation mentale, oui. Tout à fait, ouais. Donc, cette explication, donc c'est important de bien comprendre donc l'analogie. Donc, et Geshe-la donc a utilisé l'exemple, comme Tsongkhapa d'ailleurs, de l'éléphant et le cheval qui apparaissent dans un tour de magie alors qu'il n'y en a pas. Donc ça, je pense, c'était très clair. Mais ils apparaissent à une conscience. Mais il faut que cette conscience, elle ait été un peu, qu'elle soit complètement erronée, qu'elle ait été un peu perturbée, quoi, pour pouvoir voir l'éléphant et le cheval. Parce qu'il les fait apparaître alors qu'ils n'y sont pas. Donc il faut... dans les textes, ils disent c'est parce que le magicien, c'est vraiment un magicien, il utilise des substances, etc. Et il transforme un petit peu les apparences, quoi. Donc il les fait apparaître alors qu'il n'y a rien. Mais donc ce qui est important ici, donc, c'est que ces chevaux-là, ce cheval et cet éléphant, apparaissent à une conscience. Et alors qu'ils ne sont pas là. Donc c'est ça qui est semblable à une illusion dans le jeu complètement, dans le jeu qui nous apparaît. Il apparaît une conscience qui le perçoit comme un jeu existant véritablement, alors qu'il n'existe pas tel qu'il apparaît. C'est ça le comme une illusion. Et je disais, c'est intéressant, j'ai trouvé que pour comprendre le caractère illusoire, il faut savoir au préalable qu'il n'y a pas de cheval. Sinon, on ne perçoit pas l'illusion. On est complètement halluciné, on est trompé. Donc, nous, on peut le faire parce que, justement, on sait que c'est une illusion. On sait qu'il n'y a pas de cheval, comme le magicien. Donc, il y a deux types donc, de perception. Là, il y a la perception du magicien et il y a la perception des spectateurs. Le magicien, il perçoit le cheval et l'éléphant. Il les perçoit. Mais sa conscience n'est pas trompée parce qu'il perçoit. Donc c'est un peu ça qui vaut. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la post-méditation, vous repercevez de nouveau les objets, mais vous n'êtes pas trompé par cette perception. C'est-à-dire ces objets vous apparaissent. Ils vous apparaissent comment ? Comme existant en soi ou comme n'existant pas en soi ? Après la méditation. Comme existant en soi. Voilà. Comme existant véritablement. Ils vous apparaissent comme ça. Mais vous savez, parce que vous êtes passé par cette analyse et vous avez touché le point crucial, qu'ils n'apparaissent pas comme ça, qu'ils ne sont pas comme ça, qu'ils ne sont pas tels qu'ils apparaissent. Donc ils sont semblables à des illusions magiques qui semblent exister d'une certaine manière, tels qu'ils apparaissent, des phénomènes qui semblent exister tels qu'ils apparaissent, comme les chevaux, les éléphants, mais on sait qu'ils n'existent pas comme ça. Donc... c'est ça qui est... Oui. Et quand on regarde la télé... Oui, c'est ça, c'est pareil. Non, oui, mais c'est pareil. Mais si les personnages dans la télé sont décédés... Si les personnages dans la télé sont décédés... Le personnage d'un film, par exemple, Gabin ou un truc comme ça, il est décédé, mais on le voit toujours dans la télé.
Ah ben alors là, c'est une grosse... Si tu penses qu'il est vivant, c'est une illusion. Mais ce que tu vois, ben, c'est une image. C'est une image de Jean Gabin qui apparaît à la télévision et qui est immortalisée par le film, par le cinéma. Mais c'est pas... Ah oui, c'est pas une illusion, oui, mais bien Si, sûr si, que si. oui, parce que quand on est dans le film, on est dans le film, c'est pour ça. En général, oui, plus ou moins, ça dépend. Enfin, j'en regarde plus, pratiquement, alors. Oui, Jean-Louis, pardon. Les illusions magiques. Oui, entre l'analogie, le premier que tu nous as dit, ouais. Les illusions magiques et les tours de prestidigitation. Ça me semble un peu... Ça me paraît la même chose, ouais. Les illusions... En fait, non, il est dit ici les illusions. C'est pas forcément les illusions magiques. Les tours de prestidigitation, c'est les... Ouais. C'est les illusions, c'est-à-dire... Ça me fait un peu doublon, je trouve. Ouais, ça fait un peu double emploi, oui, effectivement. Ouais. Mais même pour un tour de prestidigitation, tu me parles de l'éléphant, je ne sais pas, je suis peut-être un peu terre à terre, mais à un moment donné, le magicien, il fait apparaître quelque chose quand même. Il fait apparaître quelque chose, oui. Donc physiquement, sur une scène, peu importe où se produit le tour, physiquement, il y a un éléphant qui apparaît. C'est pas que mentalement, parce que le spectateur, lui... Il le perçoit visuellement, il le perçoit avec sa conscience visuelle. Est-ce que le prestidigitateur le perçoit avec sa conscience visuelle? C'est ça que tu veux dire? Ou s'il le perçoit avec sa conscience mentale? Spectateur. Ah ben non, le spectateur le perçoit avec sa perception visuelle. Visuelle, d'accord. Oui. D'accord. Oui. Pour les grands tours de magie comme ça, simplement le prestidigitateur a un jumeau ou la personne avec qui il travaille a une jumelle. C'est pour ça qu'on ne sait pas comment elle fait alors qu'on voit tout. Mais elle était déjà avant le tour là. C'est ça. Bon. Dans le cas de l'illusion, on peut se dire, le magicien en tout cas, il peut se dire, oui, l'éléphant, je l'ai fait apparaître, mais ce n'est pas un éléphant, il le sait. Oui, il le sait. Et donc, il n'y a rien, il n'y a pas d'agrégat, enfin, il y a juste... il y a juste une image. Une image, mais... Est-ce qu'il y a vraiment un éléphant Ou tu veux dire non, ce que je voulais dire, c'est que si on veut... C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a vraiment un éléphant ou pas? Est-ce qu'il y a un éléphant? Oui, c'est aussi une question. Ouais. Qu'il avait dans sa poche. Est-ce qu'il y a une image ou est-ce qu'il y a un éléphant? Il y a l'éléphant. Il n'y a pas qu'une image. Conventionnellement. Oui, il y a un éléphant, oui. Conventionnellement. Mais ce que je me disais, c'est que quand on le transpose à, par exemple, si on veut se dire, cette table n'existe pas, elle existe comme l'illusion, mais... Ça veut dire quoi, qu'elle existe comme une illusion? C'est-à-dire que je peux me dire de la même manière. De la même manière, elle n'a pas d'existence propre. Oui, mais ce que je trouve difficile, c'est que dans ce cas, je sais quand même qu'elle est imputée sur des agrégats. Qu'elle est imputée sur des agrégats. Non, c'est toi qui es imputé sur des agrégats. La elle table est imputée sur des parties. Sur une partie, oui. Sur des parties. Oui, on peut dire ça. Oui. Et ce qui est difficile, c'est de se dire, mais autant avec le magicien, on peut tout, il n'y a rien. Il n'y a rien si on enlève l'éléphant. Enfin, là, il y a des parties. Il faut bien qu'il y ait quelque chose. Qu'est-ce que c'est Il faut bien qu'il y ait ait quelque chose à partir de cette chose pour que l'éléphant puisse apparaître. Il faut, d'après les textes, il faut une substance pour que cet éléphant puisse apparaître. Il faut des conditions. Il ne peut pas apparaître de rien. D'accord. Donc c'est la même chose pour les sables. Voilà. Il ne peut pas apparaître de rien. L'éléphant ne peut pas apparaître de rien. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui va être transformé en éléphant. Christian, j'ai une question. Oui. Je n'ai pas bien compris quand tu as parlé de la conscience visuelle, que c'était que la conscience visuelle. Oui. Et je repensais à l'exemple de l'aveugle, qui, par exemple, quand Dolino a dit qu'il touche une personne, il peut se tromper. Oui. Donc, du coup, là, on ne va pas faire appel à la conscience visuelle. Il y a bien quand même un lien entre la conscience visuelle et la conscience mentale pour que l'illusion fonctionne. Oui. Il y a un lien, effectivement. Mais
pour une personne qui voit, oui, mais pour un non-voyant. Mais même pour une personne qui voit, Christian, moi je le vois que, bien sûr, ça va partir de la conscience visuelle. Oui. Pour un non-voyant. Non, tu disais là, par exemple, si la personne était voyante. Oui. Enfin, voyante. Voyante, oui. Bref. Ouais, désolé. C'est une illusion. On parle pas des voyantes, là. Bon, le sens de la vue, d'accord? Oui. Bon, la personne qui a le sens de la vue, enfin, qui voit. Il faut bien quand même qu'il y ait un mécanisme à la fois sensoriel et mental pour que ça fonctionne au niveau de l'illusion. Donc, c'est pas que la conscience visuelle, Christian, je pense. Oui. Ben, y a une image mentale qui est créée aussi, bien sûr. Ouais. Et une image mentale de l'illusion. Oui, il faut qu'il y ait une image mentale. Oui. Voilà. Merci. C'est ça. Donc, pour en revenir à nos moutons, à nos chevaux, donc, on a vu tout ça. Donc, il faut qu'il y ait ces deux facteurs pour qu'il y ait l'illusion. Il faut qu'il y ait quelque chose qui apparaît à l'esprit ou à la conscience mentale. Et en même temps, il faut qu'il y ait la connaissance qu'il n'y a pas de cheval. Sinon, on ne peut pas parler d'illusion. Et Geshe avait dit, c'était intéressant, si j'ai trouvé, si le spectateur dit « c'est magique », c'est qu'il a perçu que c'était une illusion. S'il dit « c'est incroyable », c'est qu'il a rien perçu. D'accord ? Ok. Donc, si on applique ça au sens maintenant, donc pendant la méditation, au terme de l'analyse, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons développé une conscience mentale qui est posée sur la vacuité, c'est-à-dire qui est posée sur l'absence d'existence propre, qui réfute donc l'existence propre. Donc cette conscience mentale, elle est posée sur la vacuité. Et à ce moment-là, donc, il doit y avoir cette certitude que le phénomène que l'on a analysé est vide d'existence propre. Et au terme donc, de cette analyse, la seule chose, alors qu'on part d'un jeu véritablement existant, qu'on fait apparaître, la seule chose qui s'impose à ce moment-là, c'est un vide. Et donc, dans la méditation, il ne faut pas perdre cette apparence du vide, et il faut garder à l'esprit que ce vide est la manifestation de l'absence d'existence véritable. Ouais. Le vide que vous percevez, c'est la perception que vous avez, on doit l'associer à la compréhension, à la connaissance de l'absence d'existence vide. Et là, c'est vraiment pareil comme une illusion. Vous voyez le sens ? Et quand vous sortez de la méditation, quand vous arrêtez votre méditation, que tous les objets réapparaissent, donc il faut que la force de la perception du vide d'existence en soi, de l'absence d'existence en soi, que vous avez obtenu pendant la méditation, fait que vous voyez les phénomènes apparaître du vide. Et vous savez donc qu'ils sont vides, même si vous les percevez comme existants véritablement. D'accord ? Et c'est ça l'exemple de l'illusion. Vous voyez les phénomènes apparaître comme vides parce que la force de la méditation donc, vous a convaincu qu'ils étaient vides d'existence en soi, mais ils vous apparaissent de nouveau. Mais là, vous savez qu'ils sont vides. Et ça, c'est le sens de semblable à une illusion. Vous percevez la chose, mais votre méditation a été si forte que vous l'avez, que vous n'êtes pas trompé par votre perception. Et donc les objets vous apparaissent du vide, vous savez que tout est vide, que l'essence de tous les phénomènes, c'est la vacuité. Donc tous ces phénomènes apparaissent du vide, et vous savez qu'ils sont vides. Même si vous les percevez, même si vous les concevez comme ayant une existence véritable. Alors là, je ne sais pas comment ça se passe, je n'ai pas réalisé ça, mais on peut imaginer donc que tout à ce moment-là apparaît comme étant semblable à une illusion. Mais tout n'est pas une illusion, ok ? Vous voyez la différence ? C'est quoi la différence ? Si on disait tout est illusoire, tout est une illusion, ça serait une forme de nihilisme en fait, que les objets n'existent pas. Et ça nierait finalement la réalité conventionnelle. C'est illusoire, ça n'existe pas. On peut prendre l'illusion comme une
on peut arriver à croire à l'illusion comme si c'était une existence réelle à ce moment-là. Et on retombe dans le même travers. Exactement. Donc il faut bien comprendre ce sens. C'est pour ça que Amatsu Kappa insiste justement sur ce fait de bien comprendre le sens de ce que veut dire semblable à une illusion. Et c'est pas les phénomènes ne sont pas des illusions. C'est pour casser un petit peu cette idée de croire après que tout est illusoire. On a perçu un vide et que tout est vide, quoi. Rien n'existe, quoi. Ça va, ça? Oui, ça, on va y arriver petit à petit. Donc, il y a deux consciences post-méditatives. On est bien d'accord? Il y a la conscience à laquelle apparaissent les phénomènes conventionnels. Les phénomènes conventionnels apparaissent à cette conscience. Et il y a une conscience qui sait qu'ils sont dénués d'existence propre. Il y a deux consciences, ou deux aspects de la conscience. Mais je pense que oui, elles ne perçoivent pas les mêmes choses. Une conscience qui perçoit les phénomènes conventionnels, tout ce qui apparaît, et la conscience qui a la connaissance qu'ils sont dénués d'existence propre. Et c'est ces deux consciences, en fait, qui indiquent qu'il y a quelque chose de trompeur. Parce que s'il n'y avait qu'une conscience, on n'aurait pas idée, on ne penserait pas qu'il y aurait quelque chose de trompeur. S'il manque une conscience, on ne pourra pas parler de phénomènes semblables à une illusion. C'est clair, ça? S'il n'y a qu'une conscience. Par exemple, s'il y a la conscience à laquelle les phénomènes apparaissent comme des phénomènes conventionnels, vous ne les pensez pas. La plupart du temps, c'est ce qui nous arrive. Quand on ne se dit pas que les phénomènes existent comme des illusions, on les perçoit comme étant des phénomènes conventionnels, du monde conventionnel, et on interagit avec ces phénomènes-là. Donc à ce moment-là, on n'a pas conscience qu'ils sont semblables à une illusion. Et si on sait, et l'autre conscience qui sait qu'ils sont dénués d'existence propre, qui perçoit l'absence d'existence propre, à ce moment-là, elle ne perçoit pas les phénomènes. D'accord? Donc il faut les deux. S'il en manque une, donc on ne pourra pas parler de phénomènes trompeurs ou de phénomènes semblables à une illusion. Une seule conscience donc ne permet pas ça. Donc, mais pour ça, il faut arriver à une compréhension de la vacuité. C'est le point de départ. Si on n'a pas cette compréhension de la vacuité, on a beau se dire tous les phénomènes sont semblables à des rêves, à des illusions magiques. C'est bien joli tout ça, mais ça ne change rien en nous finalement. Peut-être ça peut nous aider à prendre un peu de recul par rapport à la situation. Si on est dans une situation un peu difficile, on peut se dire, tous les phénomènes, j'ai entendu dire par le Dharma, que tous les phénomènes sont semblables à des illusions, que c'est la vérité, tout ça. Mais on n'en a pas la réalisation. On n'en a pas la certitude. On n'a pas acquis la certitude au terme d'une conclusion. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord avoir une compréhension de la vacuité pour y arriver. Et là, si on a la compréhension de la vacuité, c'est vrai, les phénomènes, on les perçoit comme étant semblables à des illusions. Et ça change tout. Donc, d'où l'intérêt, encore, là, de bien cerner l'objet à réfuter. Tout part de là. Parce que sinon, ça ne marchera pas. On n'arrivera à rien. Donc, et alors, lorsqu'on en arrive là, donc, il est important, d'être sont capables d'user des analogies pour vérifier si on appréhende bien les phénomènes comme étant semblables à un mirage, à un reflet, quand on est dans cette analyse. Après l'analyse, dans la méditation. C'est grâce à ces analogies, bien comprendre ces analogies, pour voir si on les perçoit vraiment comme ça. Serge, je peux poser une question? Oui, vas-y. J'ai juste pas compris, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Dans le cours, j'ai eu l'impression qu'on parlait de deux types d'illusions. C'est-à-dire deux types d'illusions. Une à travers les analogies, et l'autre où il y a les deux consciences. Donc, je voulais savoir si, dans les analogies, il y avait les deux consciences. Non. Dans une analogie, tu peux simplement voir que le phénomène est trompeur. C'est dans la réalisation de la vacuité, en fait, et de la conscience que les phénomènes sont semblables à une illusion, qu'il y a les deux consciences.
Ouais, parce qu'elle a parlé comme une illusion ou bien semblable à une... Semblable, oui. C'est pareil, comme une illusion, semblable ouais, à une semblable à une illusion, illusion. pareil à une Ah, illusion. donc il n'y avait pas telle deux une types illusion. de, il y avait Non. pas deux types d'illusions. Non. Donc, donc est-ce que tu me dis qu'à l'analogie, non, on n'a pas les deux consciences. Hein. Bah, si tu es persuadé que c'est une illusion, bah si, tu le sais que c'est une illusion. Donc il y a une idée de ce que c'est que l'illusion. Tu vois le phénomène, oui. Mais tu sais que c'est une illusion. Mais est-ce que ça peut nous permettre comment dire, d'approcher ces deux consciences, oui, la conscience où apparaît les phénomènes conventionnels. Voilà, c'était ça ma question. Voilà, oui, pardon. bien sûr. Ok. Mais merci. quand tu vois l'illusion, quand tu aperçois une illusion, tu réalises pas forcément la vacuité. D'accord? Sinon, tous ceux qui perçoivent que les phénomènes sont des illusions, tout ça, on pourrait dire qu'ils perçoivent la vacuité, mais non. Ils ne perçoivent pas l'absence d'existence véritable du phénomène. Ils perçoivent simplement une illusion. Ok. Christian? Oui. Question à 100 €, là. Est-ce que les consciences existent vraiment, alors? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne pense pas. Ah, c'est bien. D'un côté, si la conscience d'aujourd'hui existe véritablement, faisant un avec la conscience de ce matin, nous pouvons nous demander s'il n'y a pas de conscience le soir. Et si cette conscience du matin ne peut en aucune façon exister à nouveau le soir, de même, si la conscience d'aujourd'hui existe véritablement. Il n'y aurait pas de lien entre elles. Ouais. Je voudrais juste terminer, parce qu'il est presque 6 heures, par les caractéristiques, là, on a parlé qui qualifient le vide, et auxquelles on arrive à l'issue de l'analyse selon les Madhyamika Prasangika. Donc les caractéristiques qui qualifient le vide. Donc la première caractéristique, c'est le vide auquel on arrive ne doit pas être une vacuité nihiliste, c'est-à-dire un néant absolu, puisque les choses fonctionnent. Il faut arriver à voir que les choses fonctionnent en étant désignées. Et ça, c'est un point difficile. On a l'impression que les choses ne peuvent pas fonctionner, qu'il leur faut plus que ça, qu'il leur faut plus qu'une désignation pour pouvoir fonctionner. Donc, le vide auquel on arrive, c'est ça. C'est pas un néant absolu, puisque les choses existent et fonctionnent. Elles fonctionnent comment? Elles ne fonctionnent pas de manière intrinsèquement existante. Elles fonctionnent en étant simplement désignées. Deuxième caractéristique, ce vide n'est pas une création mentale. C'est-à-dire, personne ne l'a inventé. Ce n'est pas une idéologie. Ce n'est pas quelque chose que le Bouddha aurait inventé, par exemple. Cette vacuité, ce vide existe depuis la nuit des temps. Donc, ce n'est pas une invention du Bouddha. Donc c'est ça qu'il nous faut réaliser. C'est-à-dire quand on réalise la vacuité, bien on réalise pas quelque chose qui a été inventé. On ne comprend pas quelque chose qui a été inventé. On réalise l'essence des phénomènes, l'essence même du réel. C'est quand même pas n'importe quoi. On réalise la réalité, l'essence du réel, de tout. On réalise l'essence du réel. Je ne sais pas comment l'appeler, mais la réalité absolue. Voilà. Donc, c'est le deuxième point. Et troisième point, ce vide n'est pas partiel. Il est global, il englobe tout. C'est souvent un terme qui est utilisé. On peut parler des Bouddhas, de la conscience des Bouddhas. C'est pas un vide partiel, mais c'est un vide qui concerne tous les phénomènes. C'est-à-dire que ça concerne aussi un Bouddha. Même l'esprit d'un Bouddha est vide d'existence en soi. Il n'y a pas que les phénomènes impurs, entre guillemets, qui seraient vides. Mais nous, on a l'impression que vide, ça enlève quelque chose et que ça concerne que les phénomènes du quotidien, de la réalité, du samsara, en quelque sorte. Alors que ça concerne tous les phénomènes. Donc ça, c'est vraiment les trois caractéristiques intéressantes. En interdépendante, oui. Ça fait référence à la
Oui, bien sûr. Oui. Qu'elles existent en dépendance de cause et de condition, qu'elles existent en dépendance de leur partie, et qu'elles existent en dépendance d'une conscience qui les désigne. C'est les trois facteurs. Donc, et donc juste pour terminer, donc la méthode. Donc dans la post-méditation, il faut avoir la certitude de l'existence interdépendante. C'est-à-dire que votre réalisation de la vacuité, votre compréhension de la vacuité ne doit en aucun cas nier la production interdépendante. Et que, en fait, les deux doivent s'allier mutuellement. Il doit y avoir la certitude de la vacuité permet de comprendre l'interdépendance. Et l'interdépendance permet de comprendre la vacuité. Donc il faut arriver à ça, à voir que les deux ne sont pas contraires. Si on a l'impression que les deux sont contraires, ou que la vacuité, notre compréhension de la vacuité nous fait nier le karma, par exemple, alors là, on a tout faux. C'est justement pas ça qu'il faut. Et la vue spéciale au Madhyamika Prasangika, c'est que c'est parce que les phénomènes sont vides qu'ils sont interdépendants. S'ils n'étaient pas vides, ils ne pourraient pas être interdépendants. Ils seraient figés, en quelque sorte. Et c'est parce qu'ils sont interdépendants qu'ils sont vides. Donc il y a une relation mutuelle entre les deux. Je ne sais pas, dynamique, je ne sais pas comment dire, dans les deux sens. Et c'est ça qui élimine les deux extrêmes. Et ça, c'est l'aspect le plus génial de la vue des Madhyamika Prasangika. C'est que même la vue de la vacuité, elle élimine non seulement l'existentialisme, mais aussi le nihilisme. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que quand vous voyez la vacuité, vous ne tombez pas dans le nihilisme, parce que vous voyez que c'est grâce à la vacuité que les choses existent. Donc, ça réfute chacune, aussi bien la vacuité que l'interdépendance, élimine les deux extrêmes. C'est pas une qui élimine un extrême et l'autre qui élimine un autre extrême. Ça, c'est facile à comprendre. Oui, bon, mais chacune élimine les deux extrêmes en même temps. C'est pour ça que l'argument de la production interdépendante est considéré comme le roi des raisonnements pour les Madhyamika Prasangika. Voyant que les phénomènes sont vides, on comprend aussi qu'il y a toute la production interdépendante. Et voyant l'interdépendance, non seulement on comprend que les phénomènes existent, mais on comprend aussi qu'ils sont vides. Oui, c'est complètement hallucinant, cette histoire. Donc c'est pour ça que vous ne risquez pas, avec la production interdépendante, on ne risque pas de tomber dans les extrêmes. Et donc c'est ça, donc la méthode, c'est de revenir aussi aux analogies quand on perd l'apparence semblable à une illusion. Il faut revenir, sinon on risque de trop tomber dans le côté vacuité, nihiliste. À ce moment-là, ces analogies vont nous permettre de revenir aux apparences et voir ces apparences comme semblables à des illusions. Comme par exemple le reflet du visage dans un miroir. C'est un exemple d'analogie. Le reflet du visage n'est pas le visage, mais en dépendance du miroir, de la lumière, de la perception, de tout ça, il y a un reflet qui se produit. Il apparaît et il peut être perçu. Donc c'est la production interdépendante du reflet qui permet ça. Avec il faut bien sûr qu'il y ait un objet en face, tout ça. Donc c'est une production interdépendante. Mais quand on voit le visage, on voit juste un visage. On ne voit pas tous ces aspects de la production interdépendante. Donc c'est... qu'est-ce qu'il dit de son copain? Il y a quelque chose d'intéressant dans le truc. Juste la dernière phrase, peut-être. Exprimons de façon aisément compréhensible la méthode pour rechercher cette certitude. D'abord, vous amorcerez l'émergence juste en faisant apparaître l'objet de réfutation du raisonnement, ainsi qu'on l'a expliqué. Puis vous déterminerez par une réflexion correcte comment votre propre ignorance surimpose un être en soi. Ensuite, discernant que si un tel être en soi existait, il ne passerait pas au-delà de l'unité ou de la différence.
et que l'acceptation de ces deux hypothèses entraînerait bien des problèmes. Donc vous en tirerez une certitude. Finalement, vous affermirez la conviction jugeant « il n'existe pas le moindre être en soi dans la personne » et vous cultiverez de manière répétée cette orientation vers le vide. Vous porterez alors votre pensée sur l'émergence des objets en tant qu'objet des apparences indéniables. Les apparences sont indéniables de la convention personne, orientant l'esprit vers les productions dépendantes selon lesquelles elle est établie comme celle qui accumule les actions et celle qui en éprouve les effets. Donc ça ne nie pas la loi du karma. Christian, tu peux montrer le livre, s'il te plaît? Le livre, c'est le texte racine de Tsongkhapa, l'abri intermédiaire, la progression vers l'éveil de Tsongkhapa. C'est celui qu'on utilise, qu'on a utilisé tout au long du Lamri. On ne vous l'a pas conseillé parce la traduction est un petit peu difficile au début. Il y a des bons passages, comme celui que je viens de lire. Je trouve qu'il est bien traduit, bien exprimé. Voilà. Donc il est difficile à trouver, ce livre. Hein. On le trouve difficilement. Donc je ne sais pas si vous y... Sinon, je vous ferai une photocopie, ouais. Je vous le mettrai sur Internet. Bien, on va terminer et dédier les efforts qu'on vient de faire pour comprendre de mieux en mieux. Et plus on va réfléchir, plus on va étudier sur la vacuité, mieux on va comprendre. Et donc, c'est ça qu'il faut faire constamment. Donc, on prend les petits livrets, page 16, on fait juste la dédicace et la production de l'esprit d'éveil. Lama sangye dragane drawa chikyang malupam teye sala gepasho janjo semye rimpoche ma kepa nam ge gyoche kepa nyam pa me pa yang gone kondo pelwa shok. Donc on se retrouve ce soir à 20h pour faire Vajrasattva.